Quelles sont, quelles sont les premières choses auxquelles vous vous êtes attaqué et aujourd'hui les choses auxquelles vous vous heurtez ou que vous êtes en train de résoudre, bien sûr. Et puis voilà. Ok, merci. Quelques éléments de contexte aussi pour faire le parallèle avec le témoignage précédent. D'abord celui de l'humilité, parce que ce qu'on partage et ce qu'on essaye de faire à notre modeste échelle avec les difficultés, on ne prétend pas avoir les réponses à toutes les questions. La deuxième chose, c'est que nous, peut-être le privilège qu'on a, c'est une structure actionnariale qui est différente. On a des actionnaires familiaux qui sont derrière la création et le développement de Decathlon, ce qui donne la chance d'avoir une perspective sur les termes, les horizons temporels différents. Decathlon, ça existe depuis bientôt 50 ans. Et en fait, la perspective des actionnaires, c'est où est-ce que sera Decathlon dans 10, 20, 50 ans à nouveau, quoi. Donc il y a toujours une pression de la performance financière, évidemment, année après année, mais il y a aussi cette ouverture de où est-ce qu'on veut être dans 10 ans, dans 50 ans, et quels sont les gros icebergs qu'on pourrait heurter dans cette trajectoire. Et la transition écologique, ça fait partie clairement des icebergs qui sont identifiés par nos actionnaires, par nos administrateurs. Et donc il y a un niveau de prise de conscience dans l'entreprise qui, je trouve, est au-dessus de la moyenne par rapport à des entreprises cotées, qui sont au niveau des coéquipiers. Hein, les salariés, on les appelle les coéquipiers, mais les leaders, le management de l'entreprise, les administrateurs et les actionnaires. Donc on a quand même cet environnement qui est, je trouve, plus favorable que dans une boîte lambda côté du marché. Donc ensuite, sur notre niveau d'engagement, on est aussi SBTI, 1,5 degré. On a donc des engagements, mais qui aujourd'hui sont formulés en termes d'intensité carbone. Donc on doit diviser par 2 notre intensité carbone entre 2016 et 2026. C'est que en intensité, entre guillemets, j'y reviendrai après. Mais c'est un gros challenge parce que, comme dans le cas d'Europecar, en fait, notre bilan, nous, c'est le scope 3. Mais à l'inverse, ce n'est pas le scope 3 à l'aval, c'est à l'amont, parce que Decathlon a très peu d'usines en propre. Et donc, fait le design en fait, de ses produits, mais après, les fait fabriquer chez près de 1500 fournisseurs. Et donc, on a toute cette chaîne de valeur amont sur la production, qui est un challenge énorme parce qu'il faut qu'on la transforme. En fait, décarboner notre bilan carbone, c'est décarboner toute la chaîne de production. Et donc, c'est tous les fournisseurs de rang 1, 2, 3, N qu'il faut emmener. Et dans notre engagement SBTI, on a l'engagement d'emmener nos fournisseurs sur une trajectoire en lien avec la science à hauteur de 90% de nos émissions. Donc, ça veut dire qu'on assume la responsabilité que décarboner, ça veut dire décarboner toute la chaîne de valeur. Donc au quotidien, aujourd'hui, jusqu'à présent, mais les choses sont en train de changer, c'est focalisé sur quels sont les leviers de décarbonation sur les différents maillons de la chaîne de valeur, donc l'éco-design de nos produits. On a une cible d'atteindre 100% de nos produits éco-design d'ici 2026. Sur la décarbonation de la chaîne de production, l'abandon du charbon, parce qu'il y a un certain nombre de pays encore en Asie qui utilisent beaucoup de charbon, notamment pour la production de chaleur, sur les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, le transport, la logistique, les magasins de retail, etc. Donc c'est comment on anime des plans d'action sur tous les maillons de la chaîne de valeur pour atteindre notre engagement SBTI. Alors, je trouve ça super impressionnant en fait à chaque fois que tu en parles, mais tu l'as évoqué vite fait, tu parlais de l'intensité. Du coup, j'imagine que tu vas nous parler de la valeur absolue et de comment est-ce qu'on passe d'une empreinte en intensité à une empreinte en absolu. Si tu peux expliquer un petit peu ces notions-là et aussi venir aussi sur ce que ça suppose comme autre transformation de l'entreprise, c'est-à-dire justement sur l'absolu. Du coup, ça veut dire qu'on va sans doute bosser sur l'offre, sur le mix, sur les produits et d'autres choses. Oui, tout à fait. Donc, l'engagement SBTI de diviser par 2 l'intensité, c'est déjà un énorme défi. Hein. Donc, c'est déjà une grosse difficulté en fait, d'atteindre cet objectif. Et là encore, on n'a pas toutes les réponses aux questions.
Mais on se rend compte en même temps que dans un contexte de croissance économique où Decathlon est un groupe qui croît rapidement, en fait, on croît plus vite qu'on améliore notre intensité. Donc, la résultante des deux, c'est une empreinte en absolu qui continue à croître et donc qui ne répond pas à la question. On a une approche par les limites planétaires que tu citais au départ. À partir du moment où on fait le constat collectivement qu'on a dépassé ces limites, on ne peut plus se permettre en tant qu'agent économique de continuer à dégrader la situation en ayant des empreintes environnementales et des impacts négatifs. Donc il est impératif d'avoir une approche de type net zero où on arrête de dégrader la situation, puis même après, comment on arrive à contribuer, à régénérer, à réparer, à rembourser notre dette écologique pour revenir à l'intérieur des limites. Mais donc ça veut dire que l'approche en intensité, elle n'est pas satisfaisante, qu'il faut avoir une approche en absolu. Et donc là, on a une réflexion en cours, un peu comme ce que tu citais, Vincent, avec un nouveau projet d'entreprise qui est en cours d'écriture, et où là, l'objectif, c'est de passer sur un objectif en valeur absolue. Mais qui dit à notre échelle, objectif en valeur absolue dans un contexte de croissance, nécessite de remettre la sustainability au cœur du réacteur, c'est-à-dire qu'on ne peut plus considérer que le sujet sustainability, c'est l'identification d'un certain nombre de leviers qu'on traite à côté, c'est-à-dire qu'on fait le business as usual, et puis à côté, on a des leviers qui en gros essayent de réparer les dommages qui sont faits par le business as usual. Il faut que la sustainability, elle soit by design, qu'elle soit intégrée dans les stratégies et les choix. Donc il y a 3 grandes familles de leviers, pour revenir à ta question, qu'on a identifiées. C'est la décarbonation de la chaîne de production, j'en ai parlé avant, donc ça reste parce que aujourd'hui, c'est quand même ce qui fait notre empreinte. Le deuxième, c'est comment on redéfinit notre offre, le positionnement, le mix produit. Comment on change la corrélation entre création de valeur et quantité de produits neufs qu'on met sur le marché. Parce que nous, notre empreinte, près de 80%, c'est lié aux produits neufs. Donc à chaque fois qu'on fait un produit neuf, en fait, c'est ça qui grève notre empreinte. Donc, il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on met sur le marché. C'est quoi des produits qui sont d'abord utiles, qui soient durables, réparables, éco-design, et puis réfléchir à quels sont les business models alternatifs autour de l'économie de la fonctionnalité et des services. Et ça, c'est lié aussi au positionnement de l'offre, parce que demain, les offres premier prix, parce que notre mission depuis le début, c'est rendre le sport durablement accessible au plus grand nombre. Donc, il n'est pas question pour une entreprise comme Decathlon de dire on va couper tous les premiers prix, parce que en fait, ça c'est une façon facile en fait de décorréler quantité et création de valeur. Mais ce n'est pas la réponse à la mission de l'entreprise. En revanche, si on se dit demain, pour rendre le sport accessible, ce n'est pas un premier prix qui est de moins bonne qualité d'un produit neuf, c'est un produit d'occasion d'une meilleure qualité, mais qui est plus durable, réparable et qui est donc mis à disposition du client de seconde main, on répond à la question de l'accessibilité tout en réduisant l'empreinte environnementale. Donc il y a ces 3 grands axes, décarbonation de la chaîne de production, repositionnement de l'offre, et puis tous les modèles alternatifs autour de la réparation, la location, l'occasion, les abonnements et puis les services qui vont autour. Hyper intéressant, merci. En fait, du coup, ça suppose, par rapport à ce que tu disais, au fait de justement, comme la finance, le placer au cœur du réacteur, et puis aussi de travailler sur ces transformations qui sont profondes. Enfin, quand on bosse sur des innovations, on sait bien que déjà, il faut savoir quels sont les leviers sur lesquels on va bouger en termes d'accès à l'information et de qu'est-ce qu'on va changer comme données. Vous, avec tous vos fournisseurs à l'extérieur, votre scope 3 en amont, etc. En fait, et juste pour conclure, comment est-ce que vous abordez justement ce travail sur la récupération de l'information et les données en fait? Alors, pour répondre plus largement à la question, pour moi, là, j'ai décrit 3 piliers qui sont les leviers de réduction. Ensuite, il y a un peu des briques fondamentales qui sont des fondations horizontales. Et parmi celles-ci, il y a la définition de la performance, c'est-à-dire la performance demain, c'est plus que seulement la performance financière, c'est aussi la performance extra-financière. Donc pour moi, demain, les directions financières, les contrôleurs de gestion, ils gèrent plus seulement des euros, mais ils gèrent du CO2 en même temps. Donc c'est une transformation de ces fonctions-là.
Ça veut dire que les business units, elles sont plus animées seulement avec des budgets en euros, mais elles sont aussi animées avec des budgets en CO2 en absolu qui décroissent dans le temps. Donc ça, la notion de performance, c'est clé. La notion de sensibilisation et formation des collaborateurs, c'est aussi essentiel parce qu'il faut transformer les métiers. Ceux qui font de l'éco-design des produits, demain, il faut qu'ils fassent du design des services aussi. Et puis, autre brique fondamentale, c'est les données que tu évoquais. Et aujourd'hui, c'est un gros challenge, donc ça fait partie des questions auxquelles on n'a pas les réponses. On a des approches de type, nous, analyse de cycle de vie qu'on fait sur nos produits, qui nous servent aussi à faire nos bilans. Et il y a un challenge de reconnecter en fait, les données théoriques qu'on a sur nos analyses de cycle de vie de produits, comment on les met à jour avec les données réalisées sur la production. Effectivement, on bosse sur la décarbonation du mix énergétique en production, comment ces informations, elles remontent après pour alimenter nos systèmes de reporting. Et aujourd'hui, c'est un gros chantier devant nous. Comment on arrive à collecter la donnée en fait, et à la reconsolider dans une idée où si on veut jouer dans la cour des grands avec la performance financière, il faut qu'on ait un niveau de robustesse, de maturité, de célérité qui soit comparable. Et donc, quand les indicateurs financiers sortent, les indicateurs extra-FI, ils doivent sortir aussi. Et aujourd'hui, évidemment, on se compare à un pilotage financier qui, lui, existe depuis des dizaines d'années et s'appuie sur des règles qui sont très connues et établies et partagées, sur lesquelles les gens sont formés, versus une performance extra-financière qui est beaucoup plus complexe parce qu'on a un scope plus large, on parlait du scope 3. La finance, elle consolide sur la maison mère et ses filiales. Le CO2, tu gères toute ta chaîne de valeur. Et en plus, les fournisseurs, ils te donnent facilement une donnée en euros sur le coût ou en dollars, mais la donnée en CO2, c'est beaucoup plus compliqué. Donc il y a un aspect modélisation, il y a un aspect science derrière le CO2 qui est encore en cours de maturation. Donc le scope est plus large, la donnée est plus difficile à capter, la science est encore en train de faire des progrès, et malgré tout ça, il faut qu'on arrive à sortir des indicateurs qui tiennent la route si on veut que ça rentre dans les tableaux de bord de pilotage de la performance. Donc c'est un immense challenge. Un sacré challenge, quoi. Merci beaucoup, Emmanuel.